Elsa Marcel. Elsa Marcel. Maître Marcel, vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, spécialiste en droit du travail, et je précise que vous êtes également membre de Révolution Permanente. Bonsoir à vous. Bonsoir. Citez-moi un autre exemple où vous avez une personne qu'on filme en train de mettre une balle dans la tête d'un adolescent qui ressort 5 mois après et qui ressort millionnaire. On va revenir, Christophe. Je ne sais pas si vous êtes procureur ou policier. Non. Évidemment que je suis solidaire des jeunes femmes qui se battent pour le droit de s'habiller comme elles veulent et pour les gens qui se battent pour le droit de défendre leurs opinions politiques. Moi, je suis devenue avocate parce que j'étais militante et parce que j'avais envie de mettre mes compétences techniques au service de la défense des travailleurs, des travailleuses, de toutes celles et ceux qui sont effectivement victimes des violences d'État. La vérité historique, elle est de notre côté. Nous, si on est là, c'est pour faire non seulement la défense de Hamas, mais c'est aussi pour critiquer l'apologie du terrorisme et montrer en quoi c'est une arme de destruction massive contre la liberté d'expression. En France, ils dissolvent l'urgence Palestine, ils poursuivent des centaines de militants politiques et syndicaux. La libération de Georges Abdallah aujourd'hui, c'est une étape pour la libération de la Palestine et pour la lutte contre la répression. En France, ça fait 7 ans, depuis 2016, qu'il y a un mouvement de lutte nationale par an. Il y a des incohérences et des injustices absolues qui, évidemment, génèrent une aspiration à une autre société dirigée et pensée autrement. La liste qu'on porte avec Révolution Permanente pour ces élections municipales, elle a un mot d'ordre clair qui est reprendre Pierrefitte et Saint-Denis aux politiciens professionnels. On a une liste composée de travailleurs et de travailleuses qui non seulement vivent à Saint-Denis, mais font tourner la ville. Il y a le village olympique qui est construit, qui fait le bonheur des promoteurs immobiliers, mais quand c'est pour loger les habitants historiques de la ville de Saint-Denis, il n'y a plus personne. Discuter des municipales, c'est aussi discuter des questions nationales parce que Pierrefitte n'aura pas d'argent si à l'Assemblée nationale le PS vote ses budgets austéritaires. Donc c'est pour ça qu'il faut un programme qui articule le local, qui articule le national. La tribune, elle est à l'image en fait de notre liste. C'est une tribune qui n'est pas composée de politiciens professionnels, mais de travailleurs et de travailleuses de la ville. On est venus, nous les grévistes d'Honnête, pour soutenir cette candidature. Avoir une avocate des quartiers populaires, de la classe ouvrière, etc., qui rentrent au conseil municipal, je pense qu'il faut le faire et qu'on est en capacité de le faire. Et donc aidez-nous à faire du porte-à-porte dans vos bâtiments, autour de vous. L'université n'est pas un îlot isolé du reste de la société. C'est aussi pour ça qu'avec moi-même, Lisa, Irène qui sont là, on est également sur la liste pour la candidature de Elsa Marcel aux élections municipales. On veut que les conseils du Crous et le conseil municipal de Saint-Denis ils soient remplis de jeunes qui défendent la réquisition de tous les logements vides et le droit de vote pour tous les immigrés. J'ai vu aussi les politiques de jeunesse qu'a fait Mathieu Hanotin et les dégâts en fait qu'elle a fait. C'est pour ça aussi que je me suis engagé sur cette liste. Pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir une alternative aussi contre la mairie actuelle, mais aussi contre les prochaines mairies qu'il y aura, parce que la réalité, c'est que des attaques, il va y en avoir. Il faut voter, c'est pas seulement de soutenir la candidature. Moi, par exemple, je ne peux pas voter. Pendant 40 ans que je suis en France, je n'ai pas droit, même pas à la nationalité. Quand on diffuse un programme, c'est aussi pour consolider une force politique faite d'habitants et d'habitantes, de militants, pour pouvoir les imposer. Pour la candidature d'Elsa Marcel et de Révolution Permanente pour les élections municipales de Saint-Denis-Pierrefitte. Ce soir, on est plusieurs centaines dans la salle de la Légion d'honneur. Moi, du coup, c'est Irène, je suis étudiante à Paris 8 et je suis militante au Point Levé. Je milite à Saint-Denis depuis que je suis arrivée à la fac. Et ce soir, on est très fiers de pouvoir vous annoncer qu'on est des dizaines et des dizaines de jeunes et d'étudiants à être sur la liste d'Elsa Marcel et à militer cette campagne. Et on est extrêmement heureux de voir autant de monde réuni pour défendre cette candidature. Bonsoir tout le monde, moi c'est Dorian, ça fait 10 ans que je travaille à Saint-Denis, que ce soit en accueil de loisirs, en collège, et maintenant je suis éducateur spécialisé depuis 5 ans. Et je suis très fier également de savoir qu'on est plusieurs dizaines sur cette liste et dans la salle à travailler dans la santé ou le social, et que nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au bout pour le programme qu'on veut porter à ces municipales. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'avec Révolution Permanente, on milite sur la ville et on est de tous les combats. Et je voudrais qu'on commence par saluer la présence dans la salle de celles et ceux aux côtés desquels on a lutté ces dernières années et dont on veut porter la voix dans cette campagne. Les étudiants de Paris 8, les lycéens et les personnels de l'éducation nationale, tous les élèves, les AED, les profs.
Tous les élèves, les AED et les profs de Paul Éluard qui sont dans la salle ce soir, les travailleurs du nettoyage d'Honnête qui se sont battus en 2017. Je voudrais qu'on applaudisse aussi les travailleurs communaux qui ont été en première ligne des attaques de Hanotin. Je voudrais qu'on applaudisse également. Mais aussi les machinistes de la RATP, aux côtés de qui on s'est battu contre la réforme des retraites en 2019, les agents du conseil départemental et Je voudrais qu'on applaudisse aussi les agents du conseil départemental et notamment les salariés d'Arc-en-Ciel qui sont en train de se faire mettre à la porte, mais aussi les femmes du collectif Combat Hébergement. Et enfin, je voudrais saluer la présence des travailleurs immigrés du foyer Adoma, David Sikiros. Qui sont, on vous en parlera mieux après, mais ils sont actuellement en lutte contre le projet de destruction de leur résidence et on salue leur lutte. Dans cette campagne, vous l'aurez compris, on veut défendre un autre projet pour la ville et faire entrer la voix des jeunes et des travailleurs au conseil municipal. À Saint-Denis-Pierrefitte, l'une des villes les plus pauvres de France, les services publics sont en première ligne des attaques du gouvernement et de la mairie. Mais ce n'est pas à nous de payer la crise. Nous devons nous mobiliser à l'image des infirmières de New York qui se sont battues pour de meilleures conditions de travail ou des profs dans le 93 contre le manque de moyens. Alors je vous demande d'applaudir bien fort pour notre première intervenante, Gina Nani, professeure au lycée Bartholdi à Saint-Denis et 3e sur la liste. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais commencer par dire que c'est une grande fierté pour moi d'introduire ce meeting et de mener cette campagne avec la liste d'Elsa Marcel et de Révolution Permanente aux côtés de nombreux travailleurs et travailleuses de l'éducation, de la santé, des transports de Saint-Denis et de Pierrefitte. C'est important surtout parce qu'au moment où je vous parle, on fait face à une offensive brutale contre nos écoles et les services publics. La semaine dernière, des profs et des parents d'élèves ont envahi le rectorat de Paris et demain, il y a un appel à la grève en Île-de-France. La raison, c'est le budget austéritaire XXL du gouvernement Macron, passé avec la complicité du Parti socialiste. C'est un véritable carnage. Dans l'éducation, entre 3 000 et 4 000 postes vont être supprimés. Et la situation, elle est particulièrement grave ici, dans l'Académie de Créteil. Ils veulent supprimer plus de 100 postes et des centaines d'heures de cours. Et ce n'est pas seulement une attaque à venir. La catastrophe, on la vit déjà et elle est déjà là. Et ce sont nos élèves et nos conditions de travail qui en payent le prix. Dans le 93, les élèves y perdent en moyenne 1 an de cours. Les jeunes de Saint-Denis et de Pierrefitte, ils sont en première ligne de la casse de l'école. Ils étudient dans des conditions indignes et insupportables. Classes surchargées, écoles délabrées, où il fait trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Il y a des toits qui s'envolent, comme ça s'est déroulé au lycée Paul Éluard il y a quelques semaines. Et quand on vit et qu'on enseigne ici, on n'est pas juste confronté au manque de moyens. On est aussi au cœur d'une violence sociale brutale. Au lycée professionnel où je travaille à Saint-Denis, mes élèves, ils sont tous issus de milieux populaires, tous racisés. Et on les condamne à quoi? À des facs de seconde zone ou à des formations qui leur promettent que du chômage, de l'intérim ou un SMIC pour travailler 40 heures par semaine. Nous voyons tous les jours nos élèves subir le racisme d'État. Après l'interdiction de l'abaya, instaurée après les révoltes contre le meurtre policier de Naël, les fouilles policières se sont généralisées dans les établissements. Et nos élèves sans papier vont en cours tous les jours avec la boule au ventre par peur d'être expulsés. Avec des profs de différents établissements du 93, on s'est mis en grève en novembre pour exiger leur régularisation, mais aussi l'abrogation de toutes les lois racistes et sécuritaires. Et alors qu'on se bat ici pour nos élèves sans papier dans le 93, je suis tellement inspirée par ce que font nos collègues à Minneapolis, qui ont organisé la résistance face à la terreur raciste de la police de l'ICE. Dans des températures glaciales, ils ont construit un réseau de solidarité énorme entre profs, élèves et parents. Ils ont mis en place des patrouilles pour empêcher les rafles de leurs élèves pendant les transports à l'école. Et ça montre le rôle que nous, travailleurs de l'éducation,
nous pourrions jouer dans la lutte contre le racisme d'État. Et depuis Saint-Denis, je voudrais que ce soir on les salue très fort et qu'on répète leur slogan « Abolish ICE ». Abolish, abolish ICE. Ce à quoi on fait face aujourd'hui dans le 93 est directement lié aux attaques de Macron à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il cherche à mettre au pas la jeunesse et à faire payer la crise aux travailleurs et aux classes populaires. Il casse l'école pour trier et sélectionner, pour fabriquer dès aujourd'hui la main-d'œuvre précaire et corvéable de demain. Et en même temps, il militarise les esprits de la jeunesse. Il l'habitue à l'obéissance, à la discipline, pour mieux l'embrigader et la faire marcher au pas dans leur future guerre. Et nous, à l'école, cette préparation, on la voit en temps réel. Ils accélèrent les partenariats avec l'armée, les classes défense se multiplient, et ce, dès l'école primaire. Hier, il y a un collègue de Dreux qui me racontait que des militaires allaient venir dans son lycée pour recruter des élèves. On en est là. Et vous avez sans doute vu la fermeture des espaces jeunesse par Hanotin. Mais vous inquiétez pas, il a un autre projet prévu par nos enfants. Avec le soutien de sa mairie, il y a des centaines de nos jeunes qui ont été envoyés dans une colonie de vacances militaires organisée par Laissez Vivre, une association financée par le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin. Et face à ça, nous disons haut et fort, pas un euro pour leur guerre, de l'argent pour l'école et la santé. Face à cette crise, la liste de LFI-PCF, menée par Bali Bagayoko, défend un programme ultra minimal. Il propose par exemple de mettre une ATSEM par classe. C'est le minimum. Mais c'est loin de ce que nous réclamons depuis la mobilisation pour un plan d'urgence 93. Nous, on veut en finir avec les classes surchargées à 35. On veut avoir 15 élèves maximum par classe. Mais pour ça, il faut mettre fin aux sous-effectifs et embaucher massivement des profs, des AED, des AESH, des assistantes sociales et des infirmières. Et croire qu'avec le budget austéritaire XXL imposé par 49.3, une mairie pourrait, avec quelques mesures minimales, répondre à l'urgence dans laquelle se trouvent nos écoles et nos services publics, c'est une illusion. C'est pour ça que nous, on se bat pour l'abrogation immédiate du budget 2026. Et enfin, je vais vous dire ce dont nos élèves n'ont certainement pas besoin aujourd'hui, c'est de plus de policiers municipaux devant nos écoles, comme le propose le programme de la liste d'union de LFI-PCF. La police... La police, elle terrorise déjà nos élèves dans les quartiers et dans le centre-ville, et elle n'a rien à faire devant nos écoles. Aujourd'hui, pour répondre à la crise de l'éducation énorme qu'on vit, les demi-mesures ne suffisent pas. On a besoin d'un programme à la hauteur de la crise et d'un rapport de force pour l'imposer. Et cette force, elle se trouve chez les lycéens de Rosa Parks, de Sugère, de Paul-Éluard, qui bloquaient leur lycée en septembre pour dénoncer le budget austéritaire, mais aussi le 8h-18h, le génocide en Palestine et les violences policières et islamophobes qu'ils subissent au quotidien. Cette force, on l'a démontrée il y a 2 ans, quand on était mobilisés dans tout le département pour réclamer un plan d'urgence pour le 93. Ce qui a manqué à ce moment-là, c'est que la mobilisation se généralise à l'échelle nationale. Il a manqué d'un vrai plan de bataille que les directions syndicales ont refusé de proposer. Et aujourd'hui encore, elles ne font rien face à l'offensive austéritaire. Et c'est exactement pour ça que nous avons besoin de construire une gauche révolutionnaire qui intervient centralement dans la lutte des classes et qui propose une stratégie pour gagner. C'est nous qui faisons tourner les écoles de la ville, les transports, les hôpitaux et l'ensemble des services publics. C'est à nous de nous organiser, de discuter et de décider de quel avenir et de quelle société nous voulons pour nos enfants. Et je voudrais dire aussi que c'est à nous de faire de la politique. On n'a pas besoin d'un représentant en costume-cravate qui soit payé 7 000 € par mois et qui nous fasse de fausses promesses alors qu'il ne connaît rien à nos réalités.
C'est pour ça que nous, on est extrêmement contents, avec tous les enseignants, les personnels de l'éducation sur la liste, de sortir des portes de l'école, de mener cette campagne et d'aller voir les parents et les élèves là où ils vivent pour s'organiser. S'organiser pour se battre contre l'austérité et pour arracher des investissements massifs pour l'éducation. Se battre pour le retrait de toutes les mesures racistes et islamophobes, à commencer par le retrait de la loi de 2004 et de la circulaire Abaya. Se battre contre l'autoritarisme de l'institution et pour une transformation révolutionnaire de l'école. Voter pour Révolution Permanente et envoyer Elsa Marcel au conseil municipal, c'est se donner les moyens d'avoir des élus qui travaillent et qui galèrent comme vous, d'avoir des élus qui ont la rage contre ce système comme vous et qui s'opposeront à toutes les mesures austéritaires et sécuritaires qui seront menées par la mairie, quels que soient les vainqueurs à l'issue du scrutin. Merci Jinan. Maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole à Fousseni, ancien porte-parole du collectif des mineurs isolés de Belleville. Fousseni, c'est un camarade de lutte qu'on a rencontré dans les luttes aux côtés des collectifs sans-papiers contre la loi immigration. Aux côtés de ses camarades, ils ont occupé la Gaîté Lyrique pour exiger des logements dignes et ils se sont violemment fait expulser par la mairie PS de Hidalgo. Des méthodes qu'on connaît bien ici, nous, à Saint-Denis, puisque effectivement la police municipale de Mathieu Hanotin, ça a notamment mis à la rue les femmes et les enfants du collectif Combat Hébergement 93. Donc voilà, et en tant qu'éducateur spécialisé, je trouve ça extrêmement important de lutter ensemble aux côtés de ceux que l'institution appelle les usagers. Les usagers. Donc je vous demande d'applaudir encore une fois bien fort Fousseni. Bonsoir tout le monde. Moi je pense qu'on doit commencer par un petit slogan vite fait. Oh lélé, oh, oh là là, régularisation de tous les sans-papiers, c'est pas le lélé. Oh là là, régularisation de tous les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Merci les camarades et merci ce beau public qui est venu soutenir la Révolution Permanente, qui est venu soutenir Elsa pour sa campagne municipale. Et moi je pense que c'est important. Et ce programme que la Révolution Permanente a aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps de virer Mathieu Hanotin qui fait partie aujourd'hui qui fait partie d'un parti socialiste, et nous savons tous qu'aujourd'hui ce sont des traites qui ont laissé passer aujourd'hui ce budget austéritaire aujourd'hui qui dépanne le système aujourd'hui. Et la prof, elle a dit qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes une prof, elle vient de le dire. Et la rentrée prochaine de 2026, il y aura 4000 postes des enseignants qui seront supprimés. Et nous savons tout cela. Et si ces postes sont supprimés, c'est l'immigration qui empirera le prix, quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'aime improviser mes discours. Vous savez, mais aujourd'hui, j'ai écrit un petit discours parce que c'est important.
Et ce meeting, c'est le moment idéal. C'est le moment important de faire passer les moments clés, les messages clés. Et je fais sortir le papier vite fait. Et je pense qu'on va... C'est important. Et on m'a dit que j'avais juste 5 à 7 minutes. Et j'ai jugé nécessaire de chronométrer moi-même. On dit, quand on entend parler le RN, Bardella, Zemmour, que tous les problèmes de la France viendraient de l'immigration. Le chômage, c'est à cause de l'immigration. Non, c'est à cause des localisations des contrats précaires, des politiques austéritaires. Et quand ils font de l'obstruction sur la nationalisation d'ArcelorMittal, ils condamnent des centaines d'ouvriers au chômage. Ils sont donc les artisans du chômage de masse. Le logement trop cher, c'est à cause de l'immigration. Non, c'est à cause des rentiers, des spéculateurs et de l'absence de constructeurs de logements sociaux. La crise dans nos hôpitaux, c'est à cause de l'immigration. Non, c'est à cause des manques de moyens en réalité. C'est des dizaines de milliers de postes non pourvus, des fermetures de lits. Quand un service d'urgence ferme, faute de personnel, ils se disent que c'est à cause de l'immigration. Non, c'est à cause des politiques qui démantèlent et qui étranglent l'hôpital public. Quand on entend parler du coût de l'immigration sans cesse, mais jamais du coût de la fraude fiscale, de la fraude au record des dividendes, au coût des politiques qui détruisent nos services publics, au coût de l'argent volé par les élus, les cadres du Rassemblement national. Pendant qu'ils parlent sans cesse de l'immigration, les véritables profiteurs continuent à s'en mettre plein dans la poche. Ceux qui sont protégés aujourd'hui par la France, c'est des fraudeurs fiscaux, c'est les multinationalistes qui dissimulent les milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Pourquoi aujourd'hui j'ai tenu compte d'écrire ce discours aujourd'hui? Parce que c'est important. Et on entend parler sans cesse aujourd'hui sous BFM ou sous CNews qu'aujourd'hui, la France, le problème de la France aujourd'hui, c'est l'immigration. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, si la France tient compte aujourd'hui, si la France est debout aujourd'hui, c'est grâce à l'immigration. Si la France tient debout aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est l'immigration, c'est les Noirs, c'est les Arabes. Mais ils n'arrêtent pas, ou ils ne comprennent pas aujourd'hui si l'économie de la France tient aujourd'hui, parce que nous nous levons le matin à 6 heures pour aller sur l'air mettre dans les bureaux. Et moi, je pense que si on arrête de sortir aujourd'hui, l'économie de la France s'éternuera. L'économie de la France aujourd'hui se piétinera. Je pense que la France doit prendre l'exemple aujourd'hui sous l'Espagne, qui a tenu compte aujourd'hui, si l'économie doit bouger, c'est grâce à l'immigration. Ils ont jugé nécessaire aujourd'hui de régulariser plus de 500 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est l'immigration qui fera bouger l'Espagne aujourd'hui. Et la France, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'en 2025, ils ont régularisé plus de 300 000 personnes. Mais moi, je pense qu'ils devront prendre l'exemple sur l'Espagne. Ils devront prendre l'expérience sur les autres pays. Pour faire bouger ce pays aujourd'hui, si on n'en serait pas là, et si nous ne sommes pas là, nous les immigrés, la France, elle ne va jamais bouger. Et si on est là, le problème, je le dis souvent dans mes discours, si on est là parce que la France, elle a foutu la merde en Afrique. Aujourd'hui, nous le savons tous. Nous savons aujourd'hui Bolloré. Il a pris la Guinée en otage parce que c'est le plus capitaliste en Guinée aujourd'hui. Mais la France n'en dit pas cela. Aujourd'hui, les capitalistes qui profitent du système aujourd'hui, mais ils disent que c'est l'immigration qui profite du système.
mais qu'ils arrêtent et qu'ils se rendent compte que sans nous aujourd'hui, la France, il va jamais avancer. La France, il sera jamais tel qu'il est aujourd'hui. Il continue à nous piétiner. Mais quand il continue à nous piétiner, à dénigrer l'immigration, d'ici quelques quinquennats, la France, il se retrouvera au bas de l'échelle internationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le PIB de la population aujourd'hui, moi je pense que l'Italie dépasse la France aujourd'hui. Quand on prend le PIB de la population, même l'Espagne aujourd'hui dépasse la France. Et ils ont masqué le problème. Ils ont mis l'immigration devant. Et que les profiteurs continuent à voler le budget. Mais il faut qu'on se rende compte aujourd'hui que sans nous, on ne va jamais trouver une solution. Que sans nous, la France ne va jamais avancer. Et merci. Merci beaucoup Fousseni. Alors je suis très très fière de vous annoncer qu'aujourd'hui on est 500 dans cette salle, qu'on est beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, ici, il y a beaucoup de travailleurs, mais on est aussi beaucoup de jeunes, comme Fousseni, comme moi. La Gen Z, comme on l'appelle, elle est en nombre dans cette salle et sur cette liste. Et nous, on pense que dans une des villes les plus jeunes de France, il faut porter la voix de toute une génération qui se bat contre le génocide à Gaza, pour la libération de la Palestine, qui se bat contre son gouvernement. Nous, notre génération, elle est solidaire de la jeunesse qui se bat contre son gouvernement au Maroc, à Madagascar ou encore au Sénégal. Et je voudrais profiter pour envoyer toute notre solidarité aux étudiants de Dakar qui se mobilisent actuellement pour leurs conditions d'études. Cette génération, nous, on pense qu'elle mérite mieux qu'un avenir fait de misère, de précarité et de marche à la guerre. Et c'est ce qu'on défend au quotidien à l'Université de Paris 8 avec le point levé, mais aussi aux côtés des camarades du collectif des étudiants étrangers qui sont venus nombreux ce soir dans la salle. Ça fait des années maintenant qu'on se bat avec eux pour des inscriptions, pour des logements et pour leur régularisation. Et c'est ce qu'on a aussi récemment défendu dans le cadre des élections étudiantes pour les conseils du Crous. Et on est fiers de vous annoncer ce soir qu'avec Révolution Permanente et le point levé, on a fait plus de 3300 voix rien qu'à l'Académie de Créteil et plus de 25 000 voix dans toute la France. Et qu'aujourd'hui, tout ça, ça fait de nous... Et du coup, ce soir, je suis fière de vous annoncer que ce résultat, il fait de nous la première force politique dans la jeunesse à Saint-Denis et l'une des plus importantes à échelle nationale. Alors maintenant, je vais laisser la parole à l'un des visages de cette fameuse Gen Z, les lycéens de Paul-Éluard. Et j'en profite pour vous annoncer que les lycéens, ils font partie d'une troupe de théâtre, Commedia Nostra, et qui vont nous faire le plaisir de rester à la fin pour nous jouer une pièce de théâtre. Alors vraiment, restez jusqu'au bout, n'hésitez pas à suivre leur travail, à les encourager, et n'hésitez pas aussi à donner à leur cagnotte qu'ils ont lancée pour pouvoir aller jusqu'au Festival d'Avignon cet été. Et du coup, je vous demande... Donc je vous demande d'applaudir bien fort Aurore, Marwan et tous les lycéens de Paul-Éluard. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que je vais être un peu brève parce que beaucoup de choses importantes ont déjà été dites. Je veux d'abord remercier les militants et les militantes AESH, les profs et les surveillants présents aujourd'hui. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas un hasard, notre situation n'est pas un accident, elle est la conséquence d'un système façonné par des choix politiques désastreux. Bon, je vais commencer maintenant. Je m'appelle Aurore, j'ai 16 ans, je suis au lycée Paul-Éluard et je vis avec un compte à rebours au-dessus de la tête. Ce n'est pas le bac, non. Ce n'est pas Parcoursup, ça aurait pu mais non. C'est 18 ans. Quand on est placé à l'aide sociale à l'enfance, 18 ans ne veut pas dire la liberté. Ça veut dire est-ce qu'on te garde ou est-ce qu'on te laisse tomber.
Ma vie dépend d'une signature, d'un contrat jeune majeur, d'une décision prise dans un bureau où je ne suis pas souvent invitée. On parle de protection de l'enfance, mais protéger jusqu'à quand ? Quand on nous chronomètre à la douche, quand on compte nos petits pois dans nos assiettes, quand on apprend à ne pas déranger, à ne pas coûter trop cher, alors que le gouvernement de Macron n'a jamais été aussi riche. On nous apprend la gratitude avant même de nous apprendre la sécurité. Être lycéenne en banlieue et enfant placé, c'est comprendre très tôt que ta vie a un prix, un budget, une ligne comptable. Et des fois, on la paye de notre propre dignité. On nous parle de déficit, d'économie nécessaire, d'austérité. Mais moi, je vois des assistances familiales épuisées, des éducateurs débordés, des jeunes qui sortent du dispositif avec une valise et aucune stabilité. Et pendant qu'on nous demande de serrer la ceinture, je regarde le monde. Je regarde à Minneapolis, je pense à George Floyd, je regarde la Palestine, le Soudan, le Congo. Pensez-vous que ce qui se passe là-bas est loin ? Pensez-vous que c'est loin quand, il n'y a même pas quelques semaines de cela, les soldats d'Anotin rétorquaient sur les violences policières par des réponses biaisées sur le narcotrafic ? Partout, on invoque la démocratie, la sécurité, l'ordre, mais trop souvent, ce sont les mêmes qui payent. Les jeunes, les pauvres, les invisibles. Ce que j'ai vu, ce ne sont pas juste des vidéos. C'est un système qui décide que certaines vies valent moins. Et ça, je le reconnais aussi. Quand un lycée de quartier populaire tombe en ruine pendant qu'on parle d'excellence républicaine, quand des élèves ne mangent pas à midi pendant qu'on parle d'effort national, quand on stigmatise les immigrés alors que ce sont nos propres camarades de classe, on voudrait nous faire croire que tout ça n'a aucun lien. Mais moi, je vois une cohérence. Un monde où l'on protège les intérêts économiques plus vite que l'on protège les enfants. On nous dit, vous êtes trop jeune pour comprendre la politique. Mais la politique, elle nous comprend très bien. Elle décide du budget de l'ASE. Elle décide de l'état de nos lycées. Elle décide si, à 18 ans, on va finir à la rue ou pas. Parce que je me revois, sous cette tente de camping, à parler avec des enfants placés. Des enfants qui ne parlaient pas de rêve, qui parlaient de violence. Comment un enfant peut-il sortir des mots aussi durs de sa propre bouche ? Comment peut-il trouver ça normal d'avoir ses larmes étouffées dans un oreiller, normal d'entendre des pas dans le couloir et de ne pas savoir si on va se réveiller tranquille le lendemain ? Voilà la réalité derrière ces institutions. La souffrance. Et je vais vous dire aujourd'hui, la lutte commence dès maintenant. Qu'elle se fasse dans nos urnes, dans nos rues, sur nos murs, partout vous verrez le visage d'Elsa Marcel, vous y trouverez une parole où toutes celles et ceux ont trouvé leurs larmes et leur voix étouffées. Alors oui, je suis politisée, parce que ma vie l'est. Chers camarades, mon combat n'est pas abstrait. C'est que plus aucun élève ne vive avec la peur d'un contrôle. C'est que plus aucun jeune ne soit arraché de son lycée. Nous devons revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers parce qu'un lycéen n'est pas illégal, parce qu'un camarade n'est pas expulsable. Nous devons revendiquer le droit de vote à 16 ans. Si on est assez grand pour subir les décisions politiques, alors on est assez grand pour voter. Soutenir des candidats qui défendent les services publics, qui défendent les quartiers populaires, qui refusent les politiques racistes. Et ce n'est pas une étiquette, c'est choisir une ville qui protège ces jeunes. Moi, je ne veux pas seulement dénoncer, je veux construire. Construire une ville où un enfant n'est pas un coût, où une lycéenne n'a pas peur d'avoir 18 ans, où nos vies ne sont pas une variable d'ajustement. Alors oui, mon combat est social, il est municipal, il est politique et il commence ici.
Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Alors, merci de nous soutenir. Merci de soutenir le collectif jeunesse engagé Paul Éluard sur Instagram et la Comédia Nostra. Et on va jouer tout à l'heure, alors n'hésitez pas à rester. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Aurore, c'était très fort. Ça m'a énormément touché. On parlait tout à l'heure on l'a évoqué, de l'impérialisme français. Je pense qu'on a toutes et tous ici suivi l'horreur de la situation en Palestine et dénoncé la complicité du gouvernement français avec Israël. On a tous aussi suivi le courage de centaines de militants, parmi lesquels notre camarade brésilien Bruno Gilga, qui sont embarqués sur les flottilles du Thousand Madlines ou de la Global Sumud Flotilla pour tenter de briser le blocus à Gaza, et dont certains aussi de ces militants nous font l'honneur d'être présents dans cette salle ce soir, dont Mustapha, présent dans la salle. Alors je voulais aussi en profiter du coup pour vous inviter toutes et tous à participer à la cagnotte de Thousand Madlines, qui sont du coup en train de lever des fonds pour renouveler la possibilité d'une flottille. Et maintenant, je vous demande du coup un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Iman Marifi. Une des premières infirmières françaises à s'être rendue dans la bande de Gaza et qui a aussi subi la répression de l'État français en rentrant. Bonsoir à tous. Alors bonsoir à tous, merci à tous d'être là pour Elsa. Moi je m'appelle donc Iman, je suis infirmière et humanitaire. J'ai eu l'honneur de faire partie de la première mission médicale française à nous rendre à Gaza en janvier 2024 déjà. C'est au tout début du génocide qui continue encore actuellement. Soigner à Gaza sous génocide, c'est pratiquer de la médecine de guerre, celle qui se pratique sur le front, dans les tranchées, mais dans un hôpital, ce qui est totalement contraire au droit international humanitaire. Les hôpitaux sont censés être sanctuarisés. Soigner dans un hôpital à Gaza, c'est soigner sous les bombes, c'est soigner en ayant des plafonds qui vous tombent sur la tête, c'est soigner en ayant des coupures d'électricité tout au long de la journée du fait du blocus. C'est soigner tout en choisissant à qui vous allez administrer les traitements que vous avez. C'est-à-dire que vous savez faire, vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas faire du fait du blocus israélien qui bloque toutes les ressources matérielles et qui sont juste à 20 minutes derrière les frontières. Soigner à Gaza, c'est soigner et recevoir à longueur de journée le fruit des exactions de l'armée d'occupation, des mutilations de femmes, d'enfants, quotidiennement. Je confirme et persiste que oui, j'ai reçu aux urgences, moi-même, j'ai soigné de mes mains, des enfants qui ont reçu une balle placée dans le torse, l'abdomen ou la tête. Et puis vous imaginez que vous viviez cela, que vous soyez une ressortissante française, que vous rentriez chez vous, et que vous témoigniez factuellement de ce que vous avez vu et fait à Gaza, vont confirmer avoir eu en urgence des femmes et des enfants morts par balle, et on vous insulte de porte-parole du Hamas ou de soutien du terrorisme. J'ai très longtemps tué mes positions décoloniales pour pouvoir justement porter haut et fort la voix du peu de témoins qui ont pu entrer à Gaza. Je suis restée factuelle très longtemps, jusqu'à septembre 2024, tu le disais, où j'ai subi directement la répression. On est venu me chercher chez moi pour me perquisitionner et m'interpeller, où j'ai subi une garde à vue. Et depuis, je l'assume. Oui, je suis pour l'autodétermination et la liberté totale du peuple palestinien. Free Palestine. Et
oui, je suis contre la colonisation en Palestine, je suis contre l'oppression et contre l'apartheid commis contre les Palestiniens par Israël. Alors soutenir la Palestine, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas vouloir sauver les Palestiniens, c'est reconnaître et respecter leur droit à décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes. On n'impose pas notre vision de la liberté, on défend leur droit à le définir eux-mêmes. Nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des protagonistes de leur histoire. On ne parle pas à leur place, on fait en sorte que leur voix soit entendue et que l'écho de leurs paroles parvienne au plus grand nombre. On ne soutient pas un peuple à condition qu'il se conforme à notre moralité. Ce n'est pas notre rôle de décider ce qui est acceptable comme forme de résistance. Ils sont déjà soumis à une colonisation, à une domination coloniale depuis plus de 77 ans, alors n'imposons pas la nôtre. Alors que faire? Déjà, c'est refuser de les réduire à un ensemble homogène, à des chiffres, à des symboles, voire même de les réduire au génocide en cours. Ça participe à les déshumaniser. C'est en soi une arme politique très utilisée par la propagande de l'entité sioniste occupante. Et donc, accepter qu'ils ne soient pas parfaits, mais juste humains. Voilà pourquoi la question de l'autodétermination est un enjeu fondamental qu'il faut porter partout. Actuellement, plus de 1190 violations en tout genre, donc tirs de sniper, incendies volontaires, bombardements, ont été recensés depuis le pseudo-cessez-le-feu. Les journalistes ne peuvent toujours pas entrer à Gaza, on ne les entend pas... demander à entrer à Gaza pour l'instant. Je parle des journalistes mainstream, bien évidemment. Et quand je leur quémande une tribune sur leur plateau à majorité pro-coloniale, lors des moments cruciaux, comme notamment l'attaque sur Rafah, on me répond que Gaza n'est pas l'alpha et l'oméga de l'actualité. Rafah, qui est selon Macron la ligne rouge à ne pas franchir, elle l'a été en mai 2024. Et pour autant, depuis, hormis des condamnations fermes sur les réseaux sociaux, aucune sanction économique, diplomatique, académique ou militaire n'a été imposée. Et pire encore, le criminel de guerre Benjamin Netanyahou survole notre espace aérien. C'est également pour cela que je n'ai pas hésité à prendre la parole lorsque Elsa me l'a demandé. Je ne refuserai jamais de parler de la Palestine. Et le programme que porte Elsa, c'est notamment le jumelage de la ville de Saint-Denis avec Rafah. Le faire, ce serait envoyer un signal fort à notre gouvernement. Nous ne nous tairons pas. Il participe activement au génocide à Gaza et nous désapprouvons cette politique. Notre lutte, elle est active, notre lutte, elle est nourrie, notre lutte, elle est déterminée. Alors soutenir la Palestine, c'est choisir d'être du côté de la dignité. C'est refuser la déshumanisation, même quand elle est normalisée. C'est défendre l'autodétermination, surtout lorsqu'elle dérange. La liberté, ce n'est pas une récompense, la liberté est un droit. Tahia Palestine. Pour ce témoignage très touchant. Iman l'a dit, le gouvernement il a cherché à faire taire tous les soutiens du peuple palestinien. Et je voudrais en profiter pour saluer Olivia Zemmour d'Europalestine qui est là dans la salle ce soir avec nous. Et saluer aussi Omar Al-Soumi d'Urgence Palestine. Olivia et Omar, ils passeront tous les deux en procès le 26 février et le 6 mai prochain pour avoir eux aussi dénoncé le génocide. Le prochain intervenant, vous le connaissez, lui aussi, il aura un procès le 26 juin prochain pour apologie du terrorisme, pour avoir soutenu le peuple palestinien. Il était candidat pour Révolution Permanente aux dernières élections législatives de Saint-Denis. C'est notre porte-parole Anas Kazib, qui est cheminot dans le 93, qui est syndicaliste. Merci. On m'entend bien là? Ok, ça va. Au pire, je crierai. Bon les amis, écoutez, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous dans cette salle et de parler après autant d'intervenants de qualité, tous ultra touchants et inspirants. 2 ans après notre campagne des législatives ici à Saint-Denis, ce n'est pas moi le candidat, mais je suis fier en tant que porte-parole de Révolution Permanente
de venir apporter mon soutien à ma camarade Elsa Marcel, que je vous demande d'applaudir encore. Cela fait longtemps que nous militons sur Saint-Denis, mais c'est la première fois qu'avec RP, nous nous lançons dans des élections municipales. Nous présentons également 8 autres candidatures ouvrières et révolutionnaires dans des villes comme Montpellier, Toulouse, Paris 13e arrondissement ou encore Bordeaux. Je voudrais saluer tous mes camarades qui se présentent aux côtés d'Elsa, comme Jinan, Dorian, Irène et tous les autres. Cette élection municipale, elle se tient pile 1 an avant les prochaines présidentielles dans un contexte de crise. Vous le savez, on est entré dans une période d'instabilité géopolitique qui ont des enjeux directs sur nos vies, entre le génocide à Gaza, les menaces de guerre contre l'Iran ou les attaques contre les peuples d'Amérique latine comme au Venezuela. Ce week-end, on se mobilisait pour Cuba, où Donald Trump est en train d'imposer un blocus sur le pétrole pour affamer la population. L'objectif des États-Unis, c'est de reprendre le contrôle sur un pays qui, depuis 1959, est devenu un symbole révolutionnaire et anti-impérialiste. Et ce soir, je voudrais qu'on envoie tous un message très clair avec les pancartes que vous avez sur vos sièges ou par terre, ou ça dépend où vous l'avez mis en arrivant. Allez, je vous laisse... vous pouvez vous mettre debout si vous voulez pour le peuple cubain. On veut dire, les camarades, à bas le blocus impérialiste, à bas les sanctions de Trump, les États-Unis doivent dégager de Guantanamo, des Caraïbes et de toute l'Amérique latine. Cette solidarité anti-impérialiste, elle est essentielle. Si hier, les questions internationales nous semblaient à distance de nos vies, aujourd'hui, tout ce que nous vivons est lié à la situation internationale. Ce qu'a fait Israël au peuple palestinien était la pointe avancée de ce à quoi sont prêtes les puissances impérialistes. Transformer la planète en enfer pour défendre leurs intérêts. On a été beaucoup à être en colère face au chef d'état-major des armées en novembre dernier, qui disait qu'il fallait être prêt à sacrifier nos enfants et nos dépenses pour le réarmement. Ce n'est pas une phrase en l'air, c'est leur projet politique. C'est aussi celui de l'extrême droite qui avance. Depuis ce week-end, on assiste à une grande offensive contre les militants antifascistes de la Jeune Garde et la France Insoumise après la mort d'un militant néofasciste lyonnais auquel ont rendu hommage les groupes les plus racistes, les plus antisémites et les plus violents qui existent à l'extrême droite. Dans un communiqué, l'organisation fasciste Luminis explique, ouvrez les guillemets, les derniers mots de Quentin ont été « on remet ça les gars ». Comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux. Fermez les guillemets. Malgré ça, les mêmes médias, les mêmes politiques qui n'ont pas dit un mot sur le meurtre raciste d'Ismaël, 20 ans, retrouvé mort dans un étang à Lyon, début janvier, ou sur l'agression d'Ahmad, 17 ans, qui a eu le visage lacéré par 3 hommes cagoulés, il y a quelques semaines, près de Lyon, sont en train de lancer une campagne pour expliquer que la violence viendrait de la gauche. On ne se réjouit pas de cette mort, mais on refuse de cautionner l'opération qui est en cours. Ils veulent instrumentaliser la situation pour criminaliser toutes celles et ceux qui luttent contre l'extrême droite ou qui appartiennent à la gauche radicale, avec la menace de nouvelles dissolutions, interdiction de manifestations et de réunions. Bref, d'une accélération de tout ce qu'on connaît déjà ces dernières années. Le Pen, dont l'organisation a été créée par un membre de la Waffen-SS, vient nous expliquer qu'il faut classer terroristes les organisations antifascistes.
Alors devant vous, je voulais apporter, au nom de Révolution Permanente, toute notre solidarité aux camarades de la France Insoumise, dire que l'antifascisme n'est pas un crime et surtout dire qu'il va falloir faire front contre ces offensives. Et je veux également ici dénoncer ce qu'on a vu ces derniers jours, l'attaque de permanence de LFI qui ont été vandalisés et un local de mon syndicat Solidaire à Lyon qui a été attaqué, leur apporter toute notre solidarité. Quand je parle de faire front, je m'adresse aux organisations du mouvement ouvrier, de la gauche, du mouvement social. Il est urgent qu'on s'organise pour répondre à cela. Sinon, ils vont accélérer les attaques contre nos droits à nous réunir, à manifester ou à nous organiser. Les élections municipales, elles ont lieu dans ce contexte et on ne peut pas déconnecter ces questions. Contrairement à la gauche institutionnelle, nous ne sommes pas venus vendre du rêve et vous faire de belles promesses comme le Parti socialiste ou Europe Écologie Les Verts qui ont le même objectif que la droite. Gérer localement l'austérité, rendre les villes attractives pour les entreprises en faisant des cadeaux au patronat, appliquer des politiques sécuritaires pour réprimer les classes populaires. Justement, parce qu'on veut faire entendre une voix radicalement différente de tout ça, on n'est pas des politiciens professionnels et on n'a rien à vous vendre. Celui qui vous dit, les amis, celui qui vous dit « vote pour moi et je m'occupe du reste », fuyez-le comme la peste car c'est un menteur. En 2012, j'ai voté François Hollande. Ne me balancez pas de tomates, s'il vous plaît. J'étais comme beaucoup, je détestais Sarkozy, le Karcher, la Libye, etc. Je me suis dit, Hollande, mon ennemi c'est la finance, le changement c'est maintenant, et tout le blabla. J'étais insouciant, et je me suis laissé berner. Au final, les amis, j'ai passé 5 ans avec mes collègues cheminots à faire des grèves contre la loi travail, contre la déchéance de nationalité, contre le crédit impôt compétitivité, contre la loi sur le refus d'obtempérer, qui est un véritable permis de tuer. Et je me suis juré de ne plus jamais me faire avoir. Avec Révolution Permanente, on défend autre chose, une candidature de combat qui ne sert pas à propulser une carrière, mais à se préparer à faire face ensemble aux politiques néolibérales, à la montée de l'extrême droite et au monde de guerre à quoi ils veulent nous destiner. Avec un programme qui part des luttes et des besoins de ceux d'en bas, pas de la recherche de compromis avec la bourgeoisie, pas de ce qu'on autorise, nous, à revendiquer. Ça, les camarades, ce sont des différences importantes qu'on a avec la France insoumise. Les insoumis dénoncent des choses qu'on peut partager, mais leur stratégie, elle sème de profondes illusions sur l'échelon municipal. Ils revendiquent de gérer autrement les villes qu'ils pourraient conquérir, mais dans le strict respect du cadre existant, en activant les leviers institutionnels adaptés. Par exemple, une mesure d'urgence basique contre la hausse des loyers est de commencer par geler les loyers et les empêcher d'augmenter. Mais dans son programme, la France insoumise revendique de demander l'autorisation au préfet pour cette mesure et de ne le faire qu'en zone tendue et pas dans toutes les villes. Cette logique institutionnelle, c'est aussi celle qui conduit la France insoumise à abandonner le désarmement de la police municipale dans de nombreuses villes, voire à défendre maintenant la multiplication de ses effectifs, comme à Villiers-le-Bel. Et il y a pire, les amis. En 2024, j'étais candidat ici aux législatives. En face, il y avait le nouveau Front populaire, avec le PC, LFI, le Parti socialiste, bras dessus, bras dessous. On disait dans nos discours exactement ce qui a fini par se passer. Que le PS finirait par trahir comme toujours et sauver Emmanuel Macron. Et 2 ans après, de nombreux candidats de la France insoumise aux municipales commencent à nous expliquer qu'ils sont prêts à nouveau à s'allier avec le Parti socialiste en fusionnant au second tour, si besoin, dans des villes comme Marseille ou Toulouse, par exemple. Dans la presse, un cadre de la France insoumise expliquait, ouvrez les guillemets, « Bien sûr qu'on les déteste, mais à un moment, on est tous de gauche. » Fermez les guillemets. Je n'ai pas envie que vous disiez, c'est moi qui... Mais de quelle gauche il parle? De quelle gauche il parle?
La gauche qui est complice d'un génocide, qui manifeste avec la police et arme la municipale là où elle gouverne, qui vote des lois racistes, qui fait passer un budget d'austérité, qui va supprimer des milliers d'emplois dans les services publics pour pouvoir acheter des chars d'assaut et des hélicoptères de combat. Si le Parti socialiste, c'est la gauche, alors Macron aussi, c'est la gauche. Nous, les amis, on ne veut surtout pas rentrer dans ces logiques où pour des places, pour manger dans la gamelle, on dit l'inverse de ce qu'on pense et surtout de ce qui est important à défendre. On ne veut pas diluer les besoins des classes populaires pour des arrangements électoraux. D'ailleurs, si on se présente, c'est aussi pour dire qu'il va falloir une riposte par en bas. Si on est élu, on défendra notre programme offensif dans les conseils municipaux pour en finir avec les politiques d'austérité et la répression. Mais on utilisera aussi nos positions pour soutenir et appuyer les luttes de la jeunesse et du monde du travail, comme on l'a fait ces dernières années. Depuis que j'ai commencé à militer à Révolution Permanente, j'ai compris une chose, que tout ce que nous avons n'est que le fruit de nos combats collectifs, de l'auto-organisation, de la résistance face aux attaques. Regardez ces municipales, c'est la cacophonie. D'une ville à l'autre, les accords électoraux ne sont pas les mêmes. Vous allez à côté, à Montreuil, le PC soutient le Parti socialiste contre la France insoumise. Ici, à Saint-Denis, le PC soutient LFI contre le Parti socialiste. Ailleurs, vous avez des candidats LFI contre des candidats du Parti communiste. On est loin, les amis, on est loin de cette politique politicienne. Des gens qui sont dans la politique depuis des années, qui cherchent une seule chose, c'est de gagner coûte que coûte, peu importe avec qui, où, comment, et qui trahiront demain comme ils l'ont fait hier. La seule véritable alliance qui vaille et qu'on choisit, c'est celle avec les exploités et les opprimés de Saint-Denis, avec ceux qui galèrent au quotidien. Avec ceux qui galèrent au quotidien et qui n'ont pas voix au chapitre. C'est sur vous que nous, on veut compter pour arracher ce dont nous avons besoin. Pas sur je ne sais quel politicien qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui fait de la politique une rente financière pendant que nous, on galère à mettre à manger sur la table. C'est pour ça, les amis, que je suis fier d'être ici ce soir pour soutenir Elsa, une militante qui se bat au quotidien sur le terrain depuis des années, une avocate qui a choisi de mettre toute son énergie pour défendre les ouvriers, les travailleurs et les jeunes des quartiers populaires. La première fois que j'ai rencontré Elsa, c'était en septembre 2016, il y a 10 ans. Elle était étudiante à Tolbiac et elle avait organisé un meeting contre les violences policières. C'était d'ailleurs la première fois que Assa Traoré intervenait publiquement 2 mois après la mort de son frère Adama. Depuis 10 ans, c'est une fierté de militer à ses côtés, avec cette rage et cette détermination qui la caractérise. Je l'ai vu sillonner la France pour soutenir les travailleurs en lutte, dans la métallurgie, le nettoyage, la sous-traitance, organiser des caisses de grève et des campagnes de soutien. Depuis qu'elle est avocate, elle aurait pu faire comme d'autres, mettre ses qualités pour conseiller les patrons, les banques d'affaires ou je ne sais quel bourgeois. Mais au contraire, elle est fidèle à ce qu'elle porte depuis toujours, mettre sa force pour aider les luttes et défendre les gens réprimés. Je ne sais pas si vous savez qu'elle fait partie des avocats qui ont défendu les raffineurs de Total réquisitionnés en 2022 ou qu'elle a fait condamner l'entreprise de l'agroalimentaire InVivo à verser 1,5 million d'euros à notre camarade Christian Porta après qu'ils aient tenté de le virer. Ou encore qu'elle fait partie de ceux qui ont bataillé dans les commissariats en 2023 pour sortir nos gamins qui s'étaient révoltés après la mort de Naël, des gosses qui prenaient de la prison ferme pour avoir pris une canette ou un paquet de chips, quand les puissants de ce monde qui détournent des milliards se pavanent tranquilles et se distribuent des légions d'honneur. Et pour finir, Elsa, c'est aussi mon avocate dans le procès que j'ai en juin prochain. Je ne sais pas comment elle fait tout ça parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée et qu'il faut essayer de dormir. C'est mon avocate dans le procès que j'ai en juin prochain pour avoir soutenu la Palestine. Depuis 2 ans, elle a défendu un grand nombre de militants de la cause palestinienne en France. Et sincèrement, les amis, sincèrement, si vous avez jamais eu l'occasion de voir plaider Elsa Marcel dans un tribunal, allez-y.
D'ailleurs, le 26 prochain, c'est l'occasion. Elle défendra Olivia Zemmour, militante d'Euro-Palestine, militante parmi les militantes de la cause palestinienne, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bon, vous l'aurez compris, je pourrais vous parler d'Elsa pendant des heures, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que voter pour elle, c'est un enjeu collectif. C'est pouvoir compter sur une élue de combat pour accompagner nos luttes. C'est pour ça qu'au-delà d'un vote, je veux aussi vous inviter à faire la campagne à nos côtés, car c'est un bloc de résistance qu'on veut construire ensemble pour l'avenir dans la ville, mais également face aux défis plus importants. Ces combats, on ne les mène pas que pendant nos campagnes, mais si on envoie Elsa au conseil municipal, ils seront renforcés parce qu'elle ne lâche rien, parce qu'elle dénoncera chaque compromission, chaque trahison et qu'elle ne fermera jamais sa gueule face à une injustice, croyez-moi. Alors les amis, le 15 et 22 mars, votez RP et Elsa pour reprendre la ville aux politiciens professionnels et pour renforcer nos combats de demain. Merci à tous. Je crois qu'Anas a tout dit, hein. Je ne peux plus présenter Elsa. Veuillez applaudissez bien fort s'il vous plaît. Elsa Marcel. Bonsoir tout le monde. Je voudrais déjà vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses à ce premier meeting de campagne pour les municipales de Révolution Permanente. Et dire que c'est évidemment une immense fierté pour moi d'être candidate à Saint-Denis et Pierrefitte, parce que c'est le poumon ouvrier de l'Île-de-France. C'est une ville qui, depuis des décennies, concentre les milliers de travailleurs qui font tourner la capitale. C'est un symbole des villes populaires qui sont une réserve de main-d'œuvre pour les classes dominantes, où on entasse des travailleurs et leurs enfants dans des logements insalubres, ces mêmes travailleurs qui cumulent des emplois précaires et où la police traque les sans-papiers que les patrons exploitent sur le chantier des JO. Mais c'est précisément pour ça que c'est aussi un lieu de résistance, de révolte, de grève, dans les foyers à Doma et Sonacotra, dans les lieux de travail et dans les quartiers. J'habite, je travaille, je milite et je lutte à Saint-Denis depuis plus de 10 ans et je suis très très fière d'avoir une tribune et une salle à l'image des combats qu'on a menés et qu'on a soutenus sur la ville. Évidemment, la grève des agents de nettoyage d'Honnête, et c'est une fierté de savoir que ça va faire presque 10 ans qu'ils ont gagné une lutte historique de 45 jours où on a retourné la ville, on a fait des manifestations, on a ramené 80 000 € dans leur caisse de grève et ils ont mené une grève reconductible alors qu'ils occupaient les locaux de la gare de Saint-Denis, et voir que 10 ans après on est encore ensemble, c'est une immense fierté. Je suis très très heureuse et je voudrais les remercier du fond du cœur. Mais c'est aussi le blocage des dépôts de bus, du barrage ou de Pleyel contre la réforme des retraites. C'est la lutte des profs du plan d'urgence 93. C'est les lycéens du mouvement Bloquons tout. Je suis fière qu'ils soient présents et encore une fois, je voudrais qu'on les applaudisse très très fort parce que c'est... Et comme le disait Anas, c'est toute cette accumulation de combats à Saint-Denis, mais aussi à l'échelle nationale, qui m'a donné envie d'être avocate pour que mes années d'études, elles servent à défendre les travailleurs, les classes populaires et tous les opprimés. C'est fondamental parce que dans la période qu'on vit aujourd'hui, leur projet pour des villes comme Saint-Denis et Pierrefitte, c'est de répondre à la misère et à la crise sociale par la répression. Ces dernières années, j'ai vu de l'intérieur comment la justice et la police traitent les habitants du 93. Après le meurtre de Naël, j'ai défendu des dizaines de jeunes, parfois âgés de 13 ans, qu'ils ont enfermés dans les commissariats pour les punir d'avoir osé relever la tête. Je sais comment les juges sont capables d'arracher à leur famille et de jeter en prison un adolescent de la plaine pendant qu'ils laissent impunis les gendarmes qui ont tué Adama Traoré. Et je voudrais d'ailleurs, depuis ce meeting, avoir une pensée pour Naël, Yanis, Adama, El Hassen Diarra et toutes les victimes de violences policières.
après le 7 octobre, les procureurs et les préfets ont fait la chasse au soutien de la Palestine en allant jusqu'à perquisitionner un soignant de La Fontaine pour un tract. Je sais comment l'État assigne à résidence, soupçonne et persécute les personnes musulmanes ou assimilées. Si on a décidé de se présenter aujourd'hui, c'est pour porter cette réalité au conseil municipal. Cette campagne, on la vit comme un outil pour le combat des habitants qui vivent dans les logements de pleine commune habitat infestés de cafards, pour les mères isolées qui doivent faire la queue devant les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants et pour les jeunes qui n'ont pas d'autre perspective que l'exploitation à l'intérim. L'objectif, c'est d'organiser cette colère et de soutenir ces résistances. Depuis fin novembre, on a parcouru toute la ville, discuté avec des milliers d'habitants dans les porte-à-porte et dans notre local de campagne. De tout ça, on ressort plus convaincu encore qu'on doit lutter pour dégager, lutter contre le projet de Mathieu Hanotin, arracher Saint-Denis aux politiciens professionnels pour la rendre aux habitants, aux travailleurs et à la jeunesse. Mathieu Hanotin, c'est un petit Macron qui organise des offensives austéritaires brutales et assume un projet sécuritaire et raciste. Il rêve de faire de Saint-Denis et Pierrefitte le 21e arrondissement de Paris, et je reprends ces mots, le premier pôle hôtelier d'Île-de-France d'ici 2030. Et pour ça, il est prêt à tout. Il chasse les précaires du centre-ville, il expulse les travailleurs étrangers comme ceux du foyer Adoma à la cité Allende, il harcèle les jeunes de quartier à coups de matraque, de contravention et de contrôle d'identité. Fermeture d'espace jeunesse, plan social déguisé qui supprime 500 postes à la mairie, armement de la police municipale, installation de 800 caméras qui coûtent 30 000 € chacune. Le Saint-Denis équilibré de Mathieu Hanotin, parce que c'est ça son slogan, c'est un Saint-Denis qui réprime la population pour mieux vendre la ville aux patrons. Nous, on est déterminés à mettre un terme à cette politique sécuritaire pro-patronale et au service des riches. On refuse de vivre dans une ville où 18 millions d'euros sont investis pour rénover un commissariat quand une grande partie d'entre nous vit dans des logements insalubres et perd son salaire à payer son loyer. Où des milliards servent aux Jeux Olympiques pendant que la majorité des habitants ne peut même pas se payer une place pour le grand complexe sportif et la piscine olympique qui est juste à côté. Où ils construisent une ligne 14 flambant neuve pour les touristes à Carrefour Pleyel alors qu'on supprime nos arrêts de bus en centre-ville. Pour en finir avec cette ville à 2 vitesses, il faut un programme radical qui répond à l'urgence de la situation. C'est pour ça qu'on défend depuis le début de la campagne une mesure simple, réquisitionner le village olympique pour le rendre à la population. Cette revendication en réalité, elle est élémentaire. Elle permet de loger décemment celles et ceux qui vivent ici depuis des années dans des bâtiments qui menacent parfois de s'écrouler. Aujourd'hui, toutes les constructions neuves sont réservées à d'autres publics, pour reprendre les termes de la mairie. Nous, on pense au contraire qu'elles doivent servir à ceux qui les ont construites, à celles et ceux qui vivent ici depuis des années, aux travailleurs du foyer Adoma qui habitent à Saint-Denis depuis les années 70 dans des chambres de 7 mètres carrés. Il faut aussi s'attaquer réellement à l'insalubrité. À l'insalubrité qui frappe massivement le centre-ville, les cités et bien sûr Pierrefitte. Ici, depuis les lois ANRU, ils ont l'habitude d'instrumentaliser les rénovations pour expulser les habitants et gentrifier la ville sans rien exiger, ni des promoteurs immobiliers, ni des bailleurs sociaux. Nous, au contraire, on pense qu'il faut imposer aux profiteurs des JO, comme Vinci, comme Bouygues, comme Icare, comme Accor, de financer un grand plan de rénovation de tout l'habitat sous contrôle de la population pour qu'elle puisse décider où et comment elle veut vivre. En matière de transport, on défend la gratuité totale et pour tous, parce que c'est insupportable que des travailleurs aient à payer 100 € par mois pour un pass Navigo et que des mères de famille fassent des kilomètres en portant des sacs de courses parce qu'on a supprimé les arrêts de bus du centre-ville. On revendique un investissement massif dans les services publics, l'embauche d'agents municipaux, d'enseignants, de soignants. Il faut une école et des centres de santé construits en fonction des besoins de la population, dirigés par ceux qui travaillent en lien avec les parents d'élèves et les usagers. Non seulement il ne faut pas fermer le centre de santé communautaire de la place Santé au Front-Moisin qui se bat en ce moment, mais il faut en ouvrir des dizaines comme celui-là. Le seul moyen d'en finir avec la misère,
c'est aussi de se battre contre les bas salaires, la précarité et la sous-traitance. Alors que Mathieu Hanotin a vendu les femmes de ménage de nos écoles à des patrons voyous et exploiteurs comme De Richebourg, on exige la réinternalisation immédiate de tous les services du périscolaire et que ces travailleurs soient respectés, payés dignement à hauteur de 2 500 € minimum. Et enfin, Iman l'a dit, Saint-Denis et Pierrefitte, ça doit être le cœur battant de l'internationalisme. C'est ici que vivent des milliers d'exilés et d'enfants d'immigrés du monde entier qui connaissent l'horreur de la colonisation et de l'impérialisme. Alors que le génocide en Palestine se poursuit, on doit faire de cette ville un exemple de la solidarité avec le peuple palestinien qui se soulève à chaque bombardement, à chaque agression israélienne, et c'est pour ça qu'on revendique le jumelage de la ville avec Rafah. Et comme l'a dit Fousseni, on veut parler aussi de tous ceux qui vivent ici depuis des années, qui galèrent au quotidien pour renouveler leur titre de séjour, qui perdent leurs emplois à cause de la préfecture du 93, qui fait galérer les gens pour un rendez-vous parfois des mois, voire des années, des travailleurs et des étudiants qui vivent ici la boule au ventre, qui n'ont même pas le droit de voter, même à une élection locale comme les municipales. Et plus que jamais, on veut revendiquer la régularisation de tous, la liberté d'installation et de circulation, le droit de vote pour tous les étrangers. Si dans cette campagne on porte des revendications ambitieuses, c'est parce que nous, on part des besoins immédiats de la population d'une des villes les plus pauvres de France, de la réalité du terrain et de l'urgence sociale qui nous frappe. On veut vous proposer un programme pour se battre vraiment pour changer la vie des travailleurs, des précaires et des habitants de quartiers populaires. Pas un programme qui émerge de petits accords entre formations politiques qui veulent avant tout récupérer leur siège à coup de compromis. On refuse de se soumettre à une injonction qui consiste à ne réclamer que des miettes parce qu'il faut toujours voter pour le moins pire, à l'injonction qui veut nous empêcher de construire une vraie alternative qui est la seule à même d'arracher des victoires. Et si je dis ça, c'est parce que je voudrais discuter avec ceux d'entre vous dans la salle qui pourraient voir dans la candidature commune de la France Insoumise et du PC une option à tester pour dégager Hanotin. Mais le problème, c'est que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont tout changer, c'est ceux qui étaient déjà là avant. On parle du bilan de 6 ans de Mathieu Hanotin, mais on ne peut pas effacer le bilan du Parti communiste à Saint-Denis qui lui a pavé la voie, et que si Hanotin a été élu, c'est parce que les Dionysiens ne voulaient plus du PC. Toutes les politiques de gentrification et de casse sociale n'ont pas commencé en 2020. Au Franc-Moisin, par exemple, au nom de la rénovation, ils ont détruit des immeubles et les habitants ont été contraints d'accepter des propositions de relogement hors du quartier, parfois hors de la commune, et les loyers ont tellement augmenté que jamais ils ont pu revenir à Saint-Denis. Le PC a aussi attaqué les communaux de la ville. En 2016, avec RP, on était déjà là à soutenir les âgés de grévistes des communaux de la mairie. Ils étaient par centaines à se réunir, à faire grève contre les attaques antisociales de Laurent Russier qui voulait réduire leurs congés avec les mêmes arguments que Mathieu Hanotin aujourd'hui. Et Bali Bagayoko, il est lié à cette histoire. C'est pas un novice de la politique, il a été adjoint au maire de 2001 à 2008, puis conseiller départemental pour le PC pendant des années. Donc cette liste d'union, notre problème, c'est que c'est pas vraiment un pas en arrière, c'est un pas en avant, c'est un retour en arrière sous une nouvelle étiquette. L'objectif pour eux, c'est de récupérer la mairie avec un programme minimal, mais pas de s'affronter réellement à l'énorme crise sociale qui frappe Pierrefitte et Saint-Denis. Des milliers de familles croulent sous les factures dans des logements humides et invivables, mais leur liste fait des promesses vagues sur la maîtrise des loyers. Il y a des centaines de personnes à la rue, le 115 est constamment saturé, mais LFI propose, je cite, de faire une étude du patrimoine vacant, d'inciter les multipropriétaires à mettre peut-être leur logement sur le marché, et si elles ne sont pas d'accord, un jour on va voir si peut-être en dernier recours on va les réquisitionner. En gros, ils veulent éviter à tout prix de se confronter aux bailleurs sociaux et aux propriétaires, mais ça c'est une illusion qui ne donnera rien. A l'inverse, nous on veut une diminution nette et immédiate des loyers et des charges. On veut réquisitionner tout de suite les logements vides pour toutes les personnes dans le besoin et on sait qu'on devra se battre contre les bailleurs sociaux, les promoteurs et qu'il faudra s'organiser. Et le problème, c'est pas juste le fait qu'ils ont un programme ultra minimal, c'est qu'ils refusent de s'attaquer profondément aux 6 ans de mandat du PS. La réalité, c'est que la liste LFI-PCL ne remet rien en cause de la politique ultra-sécuritaire de Mathieu Hanotin. Pas de retour en arrière sur l'armement de la police, ni sur les effectifs colossaux de la police municipale, ni même sur la vidéosurveillance
qui a coûté des millions d'euros à la ville. C'est pire, il revendique, je cite, de lutter efficacement contre le réseau de vente à la sauvette et de garantir la tranquillité de l'espace public en lien avec le commissariat central. Nous, on a une logique radicalement opposée. On pense que défendre une vie digne pour tous et toutes à Saint-Denis et Pierrefitte, ça implique de lutter avec détermination contre les violences policières. Ça implique d'exiger justice et vérité pour Yanis, tué à l'issue d'une course-poursuite avec la BAC, et ça implique d'empêcher qu'il y ait de nouveaux morts. Pour ça, il faut désarmer immédiatement et totalement la police municipale. Il faut en finir avec la vidéosurveillance qui sert juste à traquer les jeunes, à leur mettre des contraventions, mais pas à trouver les images quand on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture de police qui a frappé Yanis, et on demande la dissolution de la BAC, de la CSI 93 qui sème la terreur dans nos quartiers et qui harcèle nos jeunes au quotidien. On revendique clairement que l'argent des Dionysiens et des Pierrefittois, ils servent à leurs enfants, à l'éducation, au sport, la santé, pas pour faire de Saint-Denis et Pierrefitte une prison à ciel ouvert avec les millions d'euros de l'impôt des travailleurs. Les habitants de Pierrefitte et Saint-Denis, ils méritent mieux qu'une gestion de la misère et qu'un retour aux politiques menées avant 2020. La radicalité des attaques d'Hanotin, elle exige en face une vraie politique offensive, pas de remettre en place demain ce que vous avez dégagé hier. Comme l'a rappelé Anas avant moi, dans un contexte de crise du capitalisme, de montée de l'extrême droite, de militarisation et de guerre, ces politiques de moindre mal qui ne proposent que des miettes sont en réalité inconséquentes. Nous, on n'a aucune illusion et on refuse de vous mentir. On ne vous dit pas « votez pour nous et tout ira bien ». Au contraire, on sait très bien que pour faire face au programme de guerre que nous réservent les classes dominantes à tous les niveaux, il faudra bien plus qu'un siège de conseil municipal pour résister. Pour nous, faire cette campagne, c'est accumuler des forces pour préparer les combats à venir. C'est empêcher que l'énergie des profs en grève dans le plan d'urgence 93, comme disait Jinan, des familles de victimes de violences policières en lutte pour la justice, des communaux soit dilapidés dans un projet qui refuse de s'attaquer à la racine du problème et qui ne changera rien à nos vies. Dans le 93, si personne ne vote, c'est parce qu'on sait que les promesses électorales ne tiennent que pendant les élections. Nous, on ne vous fait pas de promesses en l'air. On sait qu'on devrait se battre pour obtenir ce qu'on mérite et on vous propose de s'y préparer ensemble. Si on est élu au conseil municipal, on dénoncera avec force toutes les magouilles. On préparera le combat contre chaque attaque. On portera les luttes comme celle des 60 agents de nettoyage du conseil départemental que le PS est en train de dégager, des travailleurs des maisons de quartier de la ville après la fusion qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader, des femmes de ménage et des cantinières de nos écoles, des soignants et des usagers de la place santé et de l'hôpital de La Fontaine, en se positionnant toujours du côté des intérêts des travailleurs et des travailleuses, toujours contre celle des politiciens et des patrons. Et je ne suis pas seule. Le but, c'est pas de faire carrière. C'est un combat collectif mené par des travailleurs, des jeunes, des précaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est la seule liste à défendre le fait d'en finir avec le privilège des élus et le cumul des mandats à pleine commune. On est contre donner un chèque en blanc pendant 6 ans à un technocrate payé 7 000 €. On veut que les élus ils soient révocables sous contrôle d'assemblée des habitants et qu'ils soient payés comme un prof ou un infirmier. La politique, ça doit servir à défendre les gens, pas à s'enrichir et cumuler des postes d'élus toute sa vie. Voter pour nous, c'est donc non seulement voter pour ses convictions, mais c'est envoyer un signal clair que dans notre vie, on défend que les travailleurs, qui la font tourner doivent la diriger, qu'à Saint-Denis et Pierrefitte, une alternative anticapitaliste, ouvrière et révolutionnaire existe et est en train d'avancer. Alors nous voulons que ce meeting serve de tremplin pour une campagne massive et ambitieuse, qu'on ressorte de cette salle déterminée à être des centaines à toquer les portes du quartier d'Allende, du Franc-Moisin, de Floréal, dans le centre-ville, immeuble après immeuble, quartier après quartier. Chaque conversation, c'est une opportunité de dissiper des doutes et la démoralisation. Nous voulons convaincre des milliers de travailleurs et habitants de nous rejoindre, de sortir de l'isolement, de reprendre confiance et de construire une riposte collective. Et je voudrais dire un mot spécial
Comme le disait Aurore, à toute cette jeunesse des quartiers populaires qui vit avec la rage au ventre, qui sait ce que c'est que faire face au racisme de la police et de l'État, au mépris des boîtes d'intérim et des patrons qui se croient tout permis, que cette colère, on peut l'organiser et en faire un outil puissant pour faire trembler le pouvoir. C'est cette colère qui leur fait peur et c'est cette colère qu'ils répriment. Ici, on ne vous propose pas de devenir un petit politicien docile ou d'occuper un poste dans les institutions d'un régime pourri. On vous propose beaucoup mieux de ça, c'est la perspective d'un engagement pour transformer la société de fond en comble. Nous, on peut donner un autre sens à Saint-Denis, que ce nom résonne dans toute la France et à l'international comme une ville qui résiste aux offensives austéritaires et sécuritaires de la mairie et du gouvernement qui marchent main dans la main. Regardez ce qui se passe à Minneapolis, c'est comme une population qui est terrorisée par une force armée de l'État, par des milliers d'agents masqués qui pensaient pouvoir tuer impunément, à su riposter, s'organiser par en bas, organiser des patrouilles de profs et de parents contre la milice ICE, des distributions alimentaires et même créer un syndicat de locataires pour empêcher des expulsions. On nous disait que Trump était invincible et impossible à arrêter. Mais les travailleurs et habitants de Minneapolis ont réussi à le faire reculer. Il a été obligé d'annoncer que dès cette semaine, les agents de l'ICE devraient quitter Minneapolis. Ce sont des gens comme nous, des travailleurs comme nous. Si eux, ils peuvent le faire à Minneapolis, on peut le faire à Saint-Denis demain. Avec Révolution Permanente, nous avons une stratégie, un programme, plus d'une centaine de militants partout dans la ville. À partir de maintenant, le temps compte. Nous avons précisément 30 jours. 30 jours pour faire la démonstration qu'un autre projet pour Saint-Denis et Pierrefitte existe, pour envoyer le signal qu'on est déterminés, qu'on est des milliers à vouloir montrer que c'est une fierté et que c'est la ville qui deviendra la vitrine, la fierté de la combativité ouvrière et populaire. C'est pour ça qu'on vous invite tous à laisser vos coordonnées pour vous organiser avec nous, pour rejoindre la campagne. Vous avez des tables au fond de la salle pour militer avec nous, pour faire voter et voter massivement Révolution Permanente le 15 et le 22 mars prochain. Merci à tous.